C'est du blabla pour passer un peu le contexte. Mais, hein? Quoi? Très bien le blabla. Oui, je sais. Donc l'idée, c'est de parler de Vostok, un projet que j'ai lancé il y a quand même pas mal de temps. Alors, bien sûr, il y a très longtemps, c'était à l'état de pseudo-projet, effectivement, à 300 lignes de code. Et maintenant, effectivement, tu as plus dans les 3000. Alors, bon, on va parler vraiment de l'origine du projet, puis voir, pour aller au final ici, au système qui a été développé, les avantages, inconvénients, puis une démo qui, je l'espère, ne fera pas comme la précédente. Alors, pour ceux qui étaient présents, sachez que ça a été résolu, que j'avais branché le connecteur d'alimentation sur le port USB du Raspberry. Ça marche moins bien. Donc c'est réglé, d'ailleurs, il est actif, hein, si vous voulez tester. À part qu'apparemment, il y a des soucis de perf au niveau du CPU qui prend cher quand on se met à télécharger comme des ports. Bizarre, oui, sur un Raspberry Pi. Ça fait 20 minutes jusqu'à 20%. Du film? Ouais. Ah oui, ça passe par du Wi-Fi qui passe par un Raspberry qui va cadencer très rapidement, puis l'USB, tu vois, qui a des facteurs qui font. Une heure et demie, quoi. Voilà. Bon, donc Vostok, c'est un outil qui permet de faire du partage de fichiers de manière pseudo-sécurisée. On va expliquer un petit peu le pseudo-sécurisé par la suite. La problématique de cet outil, c'était un outil que j'ai commencé à développer suite à la fermeture de feu Mega Upload. Donc il y avait eu la décence de se faire griller par les autorités américaines. Donc c'était pour montrer qu'il y avait des alternatives surtout à Mega Upload, et des alternatives qui étaient plus résistantes à la censure que l'était Mega Upload. Vous savez que les serveurs Mega Upload ont été totalement, enfin, en partie saisis, et que tout ce qui est, toute la résolution de nom aussi, donc le domaine, etc., qui a été redirigé sur une super page aux US. Bref, c'était vraiment un endroit de stockage central et qui était effectivement utilisé par plein de personnes pour partager des fichiers, et entre autres des fichiers soumis au copyright et au droit d'auteur. Donc la problématique derrière tout ça, c'est en partie la censure en ligne. Le fait qu'on puisse retirer des fichiers, qu'on puisse retirer du contenu de la toile, d'Internet, et que ce contenu ne soit plus accessible. On parlera aussi du rôle de l'hébergeur. Je tiens juste à recadrer ça dans le contexte actuel. En ce moment, il y a pas mal de tractations politiques pour que les hébergeurs, enfin le rôle de l'hébergeur tel qu'il est considéré actuellement au niveau législatif, soit changé pour rendre les hébergeurs responsables des contenus. Ça implique pas mal de choses. Donc ce outil joue un rôle dans ce contexte-là. On va parler aussi de sécurisation du contenu, principalement ici de chiffrement, et puis de l'effet stressant. Vous connaissez tous cet effet, certainement. Non? Non, c'est stressant. C'est stressant. Bon, on en parlera. Donc, la censure en ligne, on peut le faire en mode chinois, par exemple, avec le Great Firewall, le grand pare-feu, hein, le grand firewall chinois qui est en place, qui permet d'isoler la Chine. Il y a l'Internet et Internet chinois, quand il y a Internet et Internet par Orange. Normalement, il n'y a pas de problème. Alors, le problème, c'est que c'est petit. Voilà, chacun a son mal. Le souci, c'est aussi la persistance des documents. C'est-à-dire que quand on push un fichier sur Internet ou sur un serveur, il est présent sur ce serveur. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève ou je coupe le serveur d'Internet? Eh bien, j'ai plus accès au fichier. Bon, il y a des solutions qui existent déjà par rapport à ça, on va en parler. Donc, ces solutions pour la persistance, il y a notamment les systèmes de miroir qui existent. Par exemple, Wikileaks. Wikileaks publie des documents. Tout le monde dit, bouh, c'est pas bien, t'as laissé des noms d'agents secrets, etc., qui vont se faire cramer. On coupe Wikileaks, on coupe les fonds financiers, on essaie de rendre le système inaccessible via la résolution de mots, notamment. Eh bien, plein de personnes font des miroirs, et puis ça se duplique à tout va. Donc ça, c'est notamment l'effet stressant. Et puis, on va aussi notamment mettre la censure en ligne, donc ça va poser des problèmes d'accessibilité. On peut aussi avoir du filtrage qui est sur l'accès à tel ou tel serveur. On l'a déjà vu, notamment avec The Pirate Bay, qui a été bloqué nombre de fois par des fournisseurs d'accès. Donc en France, ce qu'on retrouve souvent, c'est le filtrage par DNS. Donc c'est-à-dire qu'on s'arrange pour que le nom, par exemple, tel que, je sais pas moi, barrièrepoker.fr, bah, ça tombe plus sur ça répond plus, et donc on ne peut pas récupérer l'adresse IP qui correspond. On l'envoie sur les infos. Ouais, on peut l'envoyer sur les infos. Jouer sur les infos, ça gagne à tous les coups. Voilà, ça gagne à tous les coups. Donc, en gros, tous les sites qui sont interdits ne répondent plus au niveau DNS. Donc, quand vous tapez le nom du site interdit, vous ne récupérez pas l'adresse IP, donc impossible de se connecter sur le serveur qui va bien. Alors, forcément, si vous avez l'adresse IP du serveur, ça marche. Et encore mieux, si vous utilisez des DNS qui ne sont pas en France ou qui ne sont pas soumis à la législation française, et donc à ce filtrage, eh bien, ça fonctionne très bien.
Après, ça dépend comment c'est implémenté. Hein, si on est sur Internet par Orange, ça peut être différent. Le retrait de documents, qui peut être aussi réalisé en France, suite donc aux différents outils législatifs qui ont été mis en place. Donc les hébergeurs ont notamment une obligation par rapport à ça. Si on reprend d'ailleurs les obligations de l'hébergeur, donc l'hébergeur, déjà, il faut savoir qu'il est considéré comme non responsable des contenus hébergés, mais il y a un mais, il a obligation de retirer avec promptitude ou promptement les contenus du moment qu'on lui signale. Donc si on veut dire, hey, toi, sur ton serveur, tu as un contenu qui est sujet au droit d'auteur, qui ne devrait pas être là, il est notifié et il doit supprimer le contenu en temps et en heure. Ce qui amène certains à surveiller le contenu des disques. Je me rappelle notamment de Tux Family qui faisait ça il y a quelques années. On dirait, hey, t'as des fichiers bizarres, là on a regardé, c'est pas normal, c'est rien que tu les supprimes. Donc ça, bon, c'est pas obligatoire, c'est quasiment pas fait en France par les hébergeurs. On peut héberger à peu près tout type de contenu, sauf peut-être des contenus à caractère pédopornographique qui, eux, ont un traitement de faveur en termes législatifs aussi judiciaires. Les possibles dérives. Certains politiques proposent de revoir le statut d'hébergeur, c'est-à-dire d'oublier le statut juste d'hébergeur de fichiers, c'est-à-dire je fournis un service à des utilisateurs pour qu'ils puissent mettre des fichiers sur des serveurs et que je les mette à disposition de tous. Mais mon but en tant qu'hébergeur, c'est pas d'aller voir ou vérifier que les contenus sont bien conformes au droit ou que ces personnes ont bien le droit de partager ces contenus. Quand vous partagez un fichier AVI, par exemple, qui correspond à un film hollywoodien qui est sorti, vous êtes dans l'illégalité, parce que vous mettez à disposition des autres un contenu qui est soumis au droit de copyright, ou même au droit d'auteur. Après, il n'y a pas de... C'est un petit peu différent. Pour ce qui est de la mise à disposition, c'est illégal. D'ailleurs, si on note un petit peu dans le droit français, la particularité que la mise à disposition est illégale, mais le téléchargement de contenu qui est mis à disposition illégalement n'est pas illégal. Sachez-le. Ah. Bah ouais. Sachez-le. Bon, après, si vous faites du peer-to-peer, c'est différent parce qu'ils considèrent que vous mettez à disposition directement. Donc, au final, quand même pas. L'objectif ici de ce changement de cap, c'est-à-dire ne plus considérer les hébergeurs comme simples fournisseurs de gros disques durs sur lesquels on peut mettre des fichiers qui seront ensuite mis à disposition, c'est notamment de responsabiliser les hébergeurs en disant, bah voilà, vous avez des utilisateurs qui mettent des fichiers, et bien vous devez surveiller ce que les utilisateurs font pour vérifier qu'il n'y a pas des fichiers soumis au droit d'auteur, etc. En fait, faire une genre de veille proactive. Enfin, une veille proactive, c'est un peu technique, mais bon, pour surtout voir ce qui est surveillé, ce qu'on héberge pour éviter ce genre de contenu. Donc bon, ça c'est toujours une dérive possible. Bon, pour Weaver, ils ont caché, qu'ont fait les personnes suite à ces quelques considérations, eh bien ils sont mis à chiffrer. Notamment, bon effet d'Adobe, hein, soit dit en passant, les VPN ne se sont jamais aussi bien vendus que via Adobe. Après, Adobe. On ne parlera pas de certains qui ont monté leur business plan là-dessus. Le chiffrement donc, assure la confidentialité. Je mets un bémol hein, par rapport à l'affaire Méga, dont on parlera par la suite. Hein. Mais le chiffrement, quand il est bien implémenté et bien développé, assure la confidentialité. Il est possible de cacher le contenu dans un contenu légitime, ce qu'on connaît plus généralement sous le nom de stéganographie. Donc, en fait, stéganographie, ça signifie littéralement écrire caché. On fait passer un message dans un contenu qui paraît totalement anodin. Alors que la cryptographie, c'est écrire secret, c'est-à-dire écrire de manière à ce que ça ne soit pas compréhensible. Il y a une petite nuance ici dans le fonctionnement. Et puis, chose importante, l'imputabilité, ou, à contrario, la non-imputabilité. L'imputabilité, c'est le fait qu'on puisse attribuer une action à quelqu'un, ou même l'appartenance d'un fichier à quelqu'un. On peut dire, par exemple, c'est telle personne qui a envoyé un mail à telle heure. La non-imputabilité, c'est l'impossibilité de répondre à cette question. Qui a envoyé ce mail-là? On ne sait pas. L'imputabilité, la non-imputabilité, en l'occurrence, va rendre impossible la vérification de l'origine d'une publication. Qui, quoi, quand. Typiquement, si je mets un fichier sur Internet et que ce fichier est illégal, partons de ce postulat, si on veut savoir qui a mis ce fichier, on va aller voir les logs, l'IP qu'il a posté, on va vérifier que le contenu c'est bien quelque chose qui est illégal, et à partir de là, on va dire, bah tiens, c'est toi qui l'as posté, on porte plainte, etc. La non-imputabilité, c'est en fait tout simplement le fait de concevoir un système qui ne garde pas de traces et qui ne permet pas de remonter à la source. Et idéalement, un système qui permet même d'empêcher l'identification du type de contenu, si on combine notamment au chiffrement. L'effet Streisand va nous aider. L'effet Streisand, c'est quoi? C'est simplement une petite histoire. C'est Barbara Streisand qui avait sorti, bref, elle avait sorti tout un ensemble de contenu, mais elle avait surtout eu une photographie qui a été prise par un photographe qui a été publiée et dont elle n'était pas satisfaite. Donc elle a demandé à ce que cette photographie soit retirée. Le photographe n'a pas voulu, elle a fait l'affaire devant la justice,
Seulement, l'affaire étant publique, plein de personnes se disent « Ah, c'est quoi la photographie que Barbara Streisand ne veut pas publier ?» Donc, il y a plein de personnes qui ont dit « Ah, c'est celle-là, je la copie. » Je la copie. Et bien sûr, elle, ne voulant pas avoir cette photographie publiée, elle a commencé à multiplier les demandes de retrait. Et en fait, plus elle demandait des retraits, plus la photo était connue et plus l'affaire faisait du bruit. En fait, ce que ça montre, en fait, simplement, c'est que plus on essaie d'arrêter la diffusion d'un contenu et que celui-ci est sollicité, plus celui-ci est dupliqué. Typique Wikileaks, un bon exemple. Wikileaks, on a essayé de le contrer, de fermer le site. Et ben, il y a eu, je ne sais plus, 100 ou 200 miroirs qui ont été créés en une nuit. Allez enlever les 200 miroirs après. Bon courage. Pardon? Encore du Ouais, encore faut pas. qui collaborent. Alors, on va rappeler les systèmes existants en termes de partage. C'est très succinct, on pourrait passer des heures sur les systèmes de partage, je vais essayer de brasser assez large, notamment avec le tout nouveau Mega, la plateforme lancée par Kim Schmidt, dit.com, tout récemment, avec un chiffrement réalisé par le navigateur, en flash, qui est mal implémenté, enfin, je vous passe tous les détails de cette implémentation. En plus, il est tout trouvé, hein. Dès qu'il a été lancé, il y a eu plein de Unix SS qui ont été trouvés, avec notamment des problèmes cryptographiques, notamment les liens de confirmation qui contenaient des données qui étaient encodées ou chiffrées, bref, qui pouvaient se casser. Donc si vous aviez réussi à choper un lien de confirmation, eh bien c'était le jackpot, vous avez le mot de passe qui peut être récupéré. Oui, voilà, sur Face-Vie, ça pourrait le tourner. Bon. Donc, et en plus de ça, c'est un système pseudo décentralisé. Pourquoi? Parce que c'est vendu comme un système décentralisé, autrement dit, il vous dit, voilà, si vous êtes fournisseur de contenu, si vous avez d'espace disque à revendre, eh bien, contactez-moi, je vous donne une clé, on s'interface, et puis on répartit. Donc, grosso modo, il y a un point central, c'est les serveurs, enfin, le ou les serveurs de Mega, qui redirigent ensuite sur d'autres serveurs. C'est sympa, enlever le serveur central, il n'y a plus rien. Donc, au final, c'est pas vraiment décentralisé. On a aussi du BitTorrent, très connu, c'était le successeur de tout ce qui a été des systèmes tels que Casa, Idonkey et autres. Donc c'est un système peer-to-peer basé sur un protocole customisé qui était plutôt bien pensé, et le protocole malheureusement est principalement détecté et bridé par les fournisseurs d'accès ici. Donc typiquement, si vous mettez à faire du peer-to-peer sur votre connexion ADSL, ça se pourrait qu'il y ait des QoS qui s'activent et que vous ayez des débits pourris. On n'a pas oublié BitTorrent plus VPN en Suède. Voilà, oui, bah ça c'est la solution alternative. En BitTorrent plus VPN en Suède, effectivement, là il n'y a pas de souci. Avec Predator ou d'autres VPN plus ou moins payants. Les sites miroirs qui sont aussi une alternative, le fait de dupliquer avec l'effet Streisand. Hein. Alors le problème des sites miroirs, c'est que c'est quand même assez long à mettre en place, sauf grosse affaire où là il y a beaucoup de miroirs qui se montent comme Wikileaks. Dans l'ensemble, les miroirs, ça reste quand même difficile à mettre en place, qu'il faut être webmaster, posséder des serveurs, et puis surtout, il n'y a pas de possibilité de publier librement dessus. C'est le webmaster qui va décider de faire un miroir d'un site ou d'un document. C'est pas la personne qui publie le document qui va provoquer cet effet miroir. Et puis on a des logiciels sur protocole dédié, notamment RetroShare par exemple, qui est basé sur du peer-to-peer. Beaucoup sont basés sur du peer-to-peer. Vous avez des systèmes de stockage décentralisés qui répartissent le stockage sur l'ensemble des nœuds. Typiquement, Freenet, pour ceux qui connaissent, est basé sur ce principe-là. Chaque utilisateur met à disposition une portion du disque qui est totalement chiffrée, enfin les éléments stockés dessus sont chiffrés, et c'est réparti sur le réseau. Bon, malheureusement, c'est quand même assez lent. Il faut dire ce qui est, surtout Freenet, surtout que c'est peuplé de pédophiles et tout ça. Donc, il ne faut pas utiliser. Donc, l'idée qui avait germé à l'époque, c'était de se dire, ben voilà, il y a certainement des choses à tirer des protocoles existants, des couches existantes qui sont déjà bien connues, bien implémentées, bien supportées, dans des smartphones ou autres, hein, peu importe, sur des systèmes, et de s'en servir pour faire du partage décentralisé. Alors, c'est pas vraiment du partage décentralisé en mode peer-to-peer, mais plus du partage avec un nuage de serveurs que l'on pourrait, c'est super, je fais de la français dans les nuages, un nuage de serveurs que l'on pourrait adresser et qui serait mobile. Voyons un petit peu le système. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir des serveurs web ici, qui sont vraiment au strict minimum. C'est-à-dire pas de base de données, simplement un stockage, etc. Donc ici, c'est typiquement du PHP sans base de données. Et on se repose sur des protocoles connus. Alors je sais, il y a des puristes qui vont vous dire que oui, on se repose sur d'HTTP, HTTPS, DNS, des protocoles qui peuvent être bidouillés pour contrer ou filtrer. Mais le principe, c'est de partir de ça, plus de l'effet Streisand. Je m'explique. On est sur un nuage de serveurs. Les utilisateurs utilisent Internet pour se connecter sur les différents serveurs. Si du jour au lendemain, je décide de retirer ce serveur du réseau, j'ai quand même d'autres serveurs qui fonctionnent. Malheureusement, les données qui étaient stockées sur ce serveur-là seront perdues. Est-ce que c'est grave? Non, parce qu'on a des utilisateurs qui ont forcément gardé des copies en local. Les utilisateurs ayant gardé des copies en local, quand ils voient que ça ne marche plus, ils réuploadent, comme pour des miroirs. Seulement ici, il n'y a qu'à repousser le système et puis tout fonctionne. C'est le même principe qui a été utilisé pour des
sites de partage pirate de DivX par exemple, avec les liens Mega Upload, Upload to, etc. Ou dès que c'était supprimé le Mega Upload ou DrapiShare, eh bien, il réuploadait et remettait à jour le lien. Même système. Sauf que là, c'est dans un nuage. Alors les avantages, ouais, c'est un peu petit, mais bon, c'est basé sur HTTP, HTTPS, c'est des standards au niveau du web. Ça reste difficile à chiffrer, c'est pas impossible de chiffrer ces protocoles, de bloquer, de filtrer ces protocoles. Par contre, c'est super sympa parce que ça passe des proxys. Vous êtes en école, vous avez du HTTP, HTTPS, pas de problème, vous pouvez télécharger. Vous êtes sur un réseau qui est filtré, qui fait du filtrage par URL, le système même fait qu'on peut toujours trouver des serveurs qui ne sont pas blacklistés, par exemple. Bref, le système est quand même assez sympa. On a du chiffrement avec 128 qu'on peut pousser à AWS 256, voire même changer d'algo si ça vous chante, etc. Vous allez voir pourquoi. C'est tout simplement qu'on est sur un système où la logique repose principalement dans le client et pas dans le serveur. Donc bien sûr, il est impossible de déterminer le contenu à partir des fichiers uploadés. Ça, c'est un point essentiel pour l'hébergeur. Si l'hébergeur ne veut pas lire le contenu des fichiers, il ne pourra pas savoir à quoi ça correspond, et même des ayants droit ne pourront pas juste télécharger les différents fichiers et voir à quoi ça correspond. En plus de ça, il n'y a pas d'énumération possible. On ne peut pas lister l'ensemble des fichiers, et même s'il y a un problème de configuration, on ne peut rien en tirer. La logique est côté client, pas côté serveur. Les serveurs, en fait, c'est juste des espaces de stockage, exactement le principe de fonctionnement qu'un disque dur. On a des secteurs sur lesquels on peut venir mettre des données, et on récupère une référence sur ce secteur. Et à partir de là, quand on dit un fichier est stocké sur le disque dur, en fait, il est stocké sur tel serveur avec tel secteur, tel serveur avec tel secteur, tel serveur avec tel secteur. En fait, c'est réparti sur l'ensemble des serveurs, sur un sous-ensemble. Et on récupère juste des références, on concatène tout ça, on envoie ça dans le système, et on récupère une seule référence qui permet de retrouver l'intégralité du système. Et en fait, on se retrouve à mettre en place un système de file system en réseau, avec juste des nœuds de stockage. Et là, ça devient super performant parce qu'effectivement, si on perd de la donnée, si un serveur tombe KO, on a quand même tous les autres qui sont actifs. Donc pour supprimer, pour rendre le système votre stock inopérant, il faut couper au même moment tous les serveurs. C'est pas de peer-to-peer. Par contre, les utilisateurs sont libres de remonter le système avec juste des hébergements gratuits, des serveurs. C'est très très light en termes de PHP. Il faut juste un hébergement web. Vous avez un PC chez vous, vous branchez sur votre connexion maison, vous êtes en fil, vous pouvez participer au réseau. Et n'importe qui peut venir se greffer et partager ses fichiers. À savoir qu'au niveau du point de stockage, on ne saura jamais ce qui est stocké. Donc on est en fait sur un genre de cloud, mais qui est toujours en constante évolution. On peut ajouter et retirer des serveurs, des dépôts de stockage très facilement, et puis il y a l'effet Streisand qui va se rentrer en action si jamais des serveurs sont coupés. Si on voit qu'il y a des gros serveurs qui tombent parce que, je sais pas, quelqu'un a décidé de mettre fin à votre stock, eh bien, les utilisateurs le contrôlent. On n'est pas sur un service comme Mega où c'est juste Kim.com qui gère le truc et qui, pour une raison X ou Y, décidera de couper le service. C'est même plus généralement le cas des systèmes en nuage. Quand vous confiez vos données à Google, par exemple, avec le système Google Drive ou même avec SkyDrive sur Microsoft, eh bien, vous confiez les données à quelqu'un. Si du jour au lendemain décide de couper le service, vous perdez vos données à proprement parler. Là, il y a toujours une règle de perte, je ne vous cache pas, c'est sur le système exactement un peu type cloud, mais on a quand même l'effet Streisand qui a de garder le système actif. Les inconvénients. Il y a quand même des inconvénients, il ne faut pas se leurrer. Il y a dans le système actuel pas de persistance, c'est-à-dire qu'en fait, un gros fichier découpé en petits bouts qui sont répartis sur l'ensemble des serveurs de stockage. Et bien sûr, quand il vous manque un bout sur le fichier, c'est comme quand sur BitTorrent, il vous manque le mec qui partage le bout qui vous manque. Ça bloque. Donc il n'y a pas de redondance des données, mais ça peut être implémenté. L'idée ici, c'est que vous avez des serveurs qui implémentent une API permettant de stocker n'importe quoi. Et c'est même pas eux c'est même pas les serveurs qui gèrent le chiffrement. Vous voulez stocker en clair, vous pouvez. C'est juste une mise à disposition d'un bout du disque de stockage, et après vous faites ce que vous voulez. On peut même envisager d'autres applications avec ce système. Ça dépend du nombre de dépôts qui dépend de la communauté. Quand on dit plus il y a de personnes utiliser votre stock ou à mettre en place des dépôts, plus le système aura une grande capacité de stockage et plus il sera attrayant. Et puis, on a un système d'annuaire qui permet à un dépôt de référencer d'autres dépôts. Alors l'annuaire, en fait, peut être pollué. C'est dans le système actuel. Si on essaie de bloquer cette pollution, on va restreindre des fonctionnalités en termes d'annuaire. Et si on essaie de pas bloquer ce dépôt, on autorise encore plus de pollution. Donc au final, il y a moyen de court-circuiter les référencements au niveau des autres dépôts. Donc il peut être pollué, mais il y a une autorégulation. C'est-à-dire que le système, en fait, le client va mettre à jour, et plus il y a d'utilisateurs à mettre à jour, plus les dépôts montent dans le système de stats. Et donc, ils sont plus fiables.
Et c'est les utilisateurs qui définissent si les dépôts sont fonctionnels. Ce n'est pas les dépôts eux-mêmes qui définissent ça. Donc au final, on requête sur les dépôts, même s'il y a un dépôt qui est pollué ou qui est pourri, les références au même dépôt seront présentes sur d'autres dépôts. Donc après, il n'y a qu'à croiser les informations et on arrive à savoir quels sont les dépôts pertinents. Bon, j'ai pris une petite démo sur le fonctionnement de stock. Alors bon, j'espère que ça va pas faire comme tout à l'heure. Ça serait pas mal. Est-ce que tout le monde voit le terminal? Ouais, on va peut-être passer comme ça. Alors, on va aller directement sur le... C'est pas bien, la copie de travail. Donc, il y a une partie client, une partie serveur. Donc, moi, j'ai installé des dépôts pour le système. Je vais essayer d'aller prendre une image que j'ai utilisée pour une présentation ici. Tant qu'à faire, on va faire un peu d'ironie. On va prendre l'image qui représente le système qui met Murphy avec des lettres et qui, malheureusement, tombe. Et je vais essayer de l'envoyer dans le réseau actuel. Donc, hop, voilà, c'est envoyé, je récupère une URL. Une URL que je peux partager avec des personnes. Cette URL est reconnue comme URL normale. Elle contient en fait deux éléments. Une référence vers le premier élément qui permet de récupérer toute la hiérarchie de blocs que l'on va télécharger, par exemple, donc aussi les fichiers, et une clé de chiffrement. Autrement dit, tant que vous ne connaissez pas le lien, vous n'êtes pas en mesure de récupérer le fichier. Si on connaît ce lien-là, Donc c'est un chiffrement par bloc. c'est un chiffrement par bloc en mode CBC récent. T'as été copié en fait par Mega au final. T'as été copié. Oui, ça se pourrait que j'ai un peu été copié par Mega, mais bon, passons. Donc il faut avoir ce fichier pour décoder le. Il faut avoir uploadé tous les morceaux, Ouais, tous les blocs. c'est ça. En fait, d'abord, le fichier est découpé, chiffré à la volée, envoyé sur le serveur. Une fois que c'est envoyé côté serveur, donc tous les blocs sont stockés. Et on récupère les références, on recrée un fichier de métadonnées qui dit voilà, pour trouver tel fichier, il faut aller récupérer tel bloc, tel bloc, tel bloc. S'il est trop grand par rapport à une taille de bloc, il est aussi envoyé en plusieurs bouts, et c'est quelque chose qui est récursif. Donc au final, c'est un système d'inode, si vous préférez, ça revient à peu près à ça, pour faire des annuaires de bouts de fichiers. Et bien sûr, il manque un bout, ton fichier, t'as pas récupéré. Ouais, voilà, où tu as une image, il manque un bout, tu aurais une wiki où il manque juste les parties intéressantes, tu vois, genre de choses. Mais bon, en plus. Donc, si je veux télécharger ce fichier, donc à savoir que pour l'instant, il y a des restes de tests, forcément. Bon là, par exemple, j'ai pas le fichier, dans mon dossier. Maintenant, je vais récupérer avec le lien que je viens d'obtenir. Voilà, donc je recolle le lien. Voilà. Et là, je télécharge Murphy.jpg. Et si j'essaie d'ouvrir mon Murphy.jpg. C'est bon. Oui, ouais, ça va, on ne peut plus utiliser des logiciels libres. Voilà, on récupère le fichier qui va bien. Alors, ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'il y a eu un découpage de fichiers, un chiffrement, on voit sur les serveurs, et on peut gérer les dépôts de manière assez simple. Enfin, assez simple, oui. On va dire que ça reste relativement simple. Par exemple, ici, si je fais une liste, eh bien, j'ai un ensemble de dépôts qui apparaît avec la capacité de stockage. Je vais une commande pour calculer la taille globale de stockage disponible. Donc, il requête sur l'ensemble des dépôts que j'ai. Ici, il va que j'ai 108 gigs. Ouais, non, c'est le bug. C'est le bug, oui. Ouais, ça fait 104 gigas. Il y a quand même 104 gigas. Et il y en a 603 megs utilisés. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est une file de stockage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand les serveurs ont utilisé tout leur quota d'espace, eh bien, c'est les contenus les plus récents qui vont rester. Tous les contenus les plus anciens vont être supprimés. Donc, au final, vous avez une durée de vie pour un bout de fichier que vous mettez sur un serveur. À partir du moment où vous partagez déjà 4, 16, 20 gigas, 50 gigas, la durée de vie, quand vous voulez passer un fichier à un pote en 10 minutes, c'est bon, vous êtes tranquille, vous pouvez être sûr que ça fonctionne. En plus, plus un fichier est demandé, plus il remonte dans les statistiques. À chaque fois que les bouts sont téléchargés, donc si vous avez un fichier qui fait polémique, entre guillemets, il va être persistant sur le réseau. C'est le fichier le plus demandé qui va rester. C'est le fichier le plus demandé qui va rester. Et les fichiers les moins demandés qui vont partir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de persistance à proprement parler. Si je mets un fichier aujourd'hui, dans 2 semaines, je ne sais pas dit qu'il y soit encore. C'est le même principe que Fortinet, en fait. Exactement. De ce côté-là. Ouais, c'est le même principe que dans Fortinet de ce côté-là. En plus de ça, ça se base sur la HTTP. Et surtout, ce qui est important, c'est que n'importe qui peut venir s'ajouter. Il y a juste besoin de connaître un dépôt. On peut ajouter juste un dépôt et récupérer les autres dépôts. Un exemple ici. Je vais supprimer les dépôts. Alors, cette fois-ci, savoir que les dépôts sont stockés dans mon dossier, dans un fichier qui est sérialisé sur
dans un fichier de profil. Donc maintenant, par exemple, dans votre stock, si je liste, eh bien, j'ai plus de dépôt, 0 serveur enregistré. Eh bien, je peux en ajouter un. Alors, sachez que sur mon site, il y a un petit dépôt, mais bon, vraiment minime. Je récupère la version, récupère le KBC stockage et puis l'enregistrer. Et à partir de là, tout ce que j'ai à faire, c'est juste à dire, hey, dis-moi, est-ce que tu connais d'autres dépôts? Je fais un update. Il va contacter mon dépôt en demandant, bah, tiens, est-ce que tu aurais des dépôts qui seraient intéressants? Et là, il va récupérer, hop, 4 nouveaux serveurs récupérés, il enregistre des serveurs. Donc, vous voyez, c'est normal, parce qu'en fait, il vérifie, il fait un upload sur chaque serveur pour vérifier qu'il fonctionne bien. Pour être sûr que ça passe quand même. La routine d'update est toujours un peu longue. Quand tu veux directement listing sur vérifier que ce soit pas une pirate box de l'autre côté. Et une fois qu'il est uploadé, il propage. C'est-à-dire que les serveurs qui fonctionnent, ils sont annoncés aux autres serveurs. Pour toujours améliorer les statistiques au niveau du réseau. C'est l'autorégulation dont je vous parlais. Donc à partir de là, eh bien, si je liste, si je liste mes dépôts, je suis parti juste de celui-là, j'ai récupéré tous ces dépôts. Le problème de HTTP, HTTPS, oui, c'est parce que je l'ai ajouté 2 fois, il me semble, sur celui-là. Parce qu'il est référencé, en fait, durant les tests qu'on a fait, on a annoncé les deux. Donc les deux dépôts. Et c'est le même problème, justement, pour Varenne, qui me disait que ici, www.wlevin.org, eh bien, on retrouve ici wlevin.org. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant que chaque dépôt annonce un identifiant unique? Ça pourrait être intéressant, mais ça fait partie des trucs qu'on peut implémenter par la suite. À savoir que le système est encore en cours de développement. Il n'y a aucun souci, je suis absolument ouvert aux propositions. Pour information, donc c'est hosté sur GitHub. Donc ceux qui veulent participer au projet et qui connaissent GitHub, le fonctionnement de Git et autres, vous pouvez très bien faire des modifications, des demandes d'amélioration. Et tout ça, ça sera géré de manière collaborative avec des autres fonctionnalités. D'ailleurs, en parlant des GitHub, T'as pas partagé on a la ma question sur le code. Oui. Pourquoi on est passé de 300 à 3000 lignes? Oui. Alors, au début, on est passé de 300 à 3000 lignes. Au début, quand j'ai commencé à développer le projet, j'ai fait du système synchrone. C'est-à-dire que quand j'envoyais mes bouts, je les envoyais un par un. Donc forcément, au niveau PR, quand tu faisais de l'upload, c'était pas terrible. Et en plus de ça, que suffit que t'en aies un qui rate, et puis t'arrivais pas au bout de ton upload, bon, c'était pas top. Donc forcément, là, j'ai dû switcher sur un autre système. Alors, j'ai réinventé la roue pour le coup. Je l'ai su par la suite, grâce à Caillou qui m'a gentiment fait comprendre que je faisais pas ça correctement. Mais c'est pas grave. Je lui ai dit que j'allais porter ça sur Twisted en l'occurrence, parce que c'est la vie et que c'est comme ça que ça doit être fait. En fait, j'ai implémenté une partie de Twisted. J'ai fait mon gestionnaire de tâches et mon gestionnaire d'upload, d'où les 3000 lignes. À mon avis, si on passe sur Twisted, ce qui devrait arriver, je pense, assez rapidement, il faudrait juste que je monte dans une grosse phase de refactoring du code, et ça, c'est le truc, il faut être très motivé pour y aller, et en ce moment, c'est pas forcément le cas. Eh bien, à mon avis, on gagnera quand même en nombre de lignes. Tout ce qui est gestion de tâches, etc., c'est intégré directement à Twisted. Mais bon, voilà, ça explique pourquoi 3000 lignes. Et en fait, ça me permet aussi de revoir la conception et de faire en sorte que maintenant, Twisted va être plus facile à intégrer. A priori. J'ai pas encore fait l'intégration, je ne peux pas être totalement catégorique, mais à mon avis, on va quand même y gagner. De toute façon, la logique au niveau serveur, elle est, Alors, la logique, pratiquement figée. voilà, l'idée c'était surtout par des tests, peut-être pas comme mon fichier, mais l'idée c'est par des tests successifs d'arriver à stabiliser le code du serveur, et à terme, ce code ne bougera pas du tout au niveau du stockage, et c'est le client qui évoluera. Autrement dit, après, pour propager le serveur, ça va être très facile. Il faudra juste, au niveau de l'installation, pour donner un genre d'idée du déploiement, vous droppez juste quelques fichiers, vous lancez vous réglez les droits sur 2 dossiers, avec un quick chmod, en écriture notamment, pour pouvoir venir uploader les différents fichiers, et vous lancez un install.php qui crée un fichier de configuration, et c'est tout. Il n'y a pas de base de données, tout est géré sur les tailles de fichiers, et ça fonctionne sur la plupart des hébergements gratuits. Vous prenez du one-on-one, Go, pas bien, ça marche. Vous prenez un hébergement en page perso free gratuit, ça fonctionne. Vous prenez même un serveur, vous hostez chez vous, ça fonctionnera en installation avec une page PHP standard par exemple. L'idée c'était aussi de rendre l'ajout de dépôt, de stockage, très facile. Alors que s'il y avait une phase de configuration avec la base de données, ça aurait pris énormément de temps. Il faut en plus avoir des connaissances en base de données. Enfin bon, c'est pas évident. Vous voyez, il y a déjà des personnes qui ont du mal à installer du WordPress. Alors pourtant c'est super bien guidé. Voilà, vous comprenez ça. Donc voilà, donc s'il y en a qui veulent contribuer, participer, même tester, bêta-tester, installer des dépôts, vous êtes les bienvenus. C'est ça à éviter Murphy au début.
Non, ça va bien passer. Dans Dans la précédente, c'est juste que j'ai démonté, remonté mal. Et forcément, ça marche rien. Sur GitHub, t'as mis tes clés SSH privées? En plus, Non. au cas où, on peut directement faire les Bah non, modifs. bien sûr que non, non. Je me rappelle, ça en rue. Avec GitHub en ce moment, ils aiment bien. Ouais. Pour faire pirater la tronche après, ça rend un client, c'est moins grave, mais quand même, quoi. Non, non, et puis Ruby, voilà, quoi. Non, Ça se voit, mais c'est tout. je dirais que Ruby, sur l'aspect code, c'est intéressant, quoi, qui est un petit peu bien, un peu déroutant, mais qu'au niveau performance, on repassera, quoi. C'est clair. Voilà, bref, c'est ce que je vais dire sur Ruby, de toute façon, on n'est pas contrôlé sur les langages de programmation. Bah, tant qu'il les suit, j'aurais pu le faire en perle aussi, hein, le client. Bref. Donc voilà, si vous êtes intéressé, en tout cas, faut pas hésiter. C'est fini. C'est con. Ouais. À quelle heure t'es